Salut à tous les aventuriers et bienvenue sur Kael et Psycho. Aujourd'hui j'ai préparé une vidéo qui va distinguer les émissions de koh Lanta et de Survivor, toujours en lien avec le thème de la chaîne, la psychologie. Alors on va voir quelques différences et mettre quelques hypothèses entre koh Lanta et Survivor. Alors, en préambule, je suis obligé de vous dire qu'en fait, je n'ai jamais regardé Survivor. Donc, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vais me concentrer sur ce que je connais. Je vais faire des rapides analyses des cultures françaises et américaines. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais faire des déductions logiques en présentant ça sous forme d'hypothèses. Et en fait, c'est vous qui allez bosser, si jamais vous connaissez bien les deux émissions, en venant confirmer ou infirmer mes hypothèses dans l'espace commentaire de la vidéo. Allez, je vous propose de commencer tout de suite par le pays et la culture qu'on connaît le mieux, la France. Alors, dans l'énéagramme, la culture française est des néatypes 4, le centre émotionnel préféré vers l'intérieur. Les Français ont une tendance à la dramatisation. Toute l'actualité est amplifiée pour transformer tout ce qui est banal en spectacle social. Les Français aiment à penser que leur vie sociale soit un drame national. Vivre des émotions, c'est fondamental dans la culture française et on amplifie l'importance des événements pour marquer notre identité. L'orientation de la France, c'est donc le sens du beau. La France expose ostensiblement sa beauté. C'est le pays le plus touristique du monde, grâce à ses nombreux musées, des églises, des châteaux et autres monuments. La compulsion, c'est l'évitement de la banalité. L'évitement de la banalité est présent dans la fierté des Français. Ils se sentent différents des autres, plus élégants, plus cultivés, avec la plus belle avenue du monde, avec les meilleurs vins du monde, etc. Mais cette perception résulte plus en fait de fantasmes intérieurs que de faits objectifs. La France aimerait être enviée des autres par son patrimoine littéraire, architectural, sa gastronomie ou encore sa philosophie. Et pourtant c'est l'inverse. C'est la France qui est envieuse. La France est un pays où l'envie est très marquée. Il y a beaucoup de revendications, beaucoup de manifestations. Le français n'est jamais vraiment content ou satisfait. Toby Nathan, c'est un psychologue, il dira qu'en France, l'envie, c'est le véritable moteur de la vie sociale. C'est elle qui alimente l'argumentaire des hommes politiques. La fixation du 4, c'est la mélancolie. Les Français ont un attrait pour cet état de vague déprime. Il y a une étude qui avait été menée entre 2000 et 2005, sponsorisée par l'OMS, qui avait montré que la France, c'est le pays dans lequel la part de la population déclarant avoir connu une dépression est la plus grande. On est à 21%. Une autre étude aussi statistique très parlante, qui date de 2010, c'est une étude qui a montré que la France était dans le top 5 mondial des pays les plus pessimistes du monde, aux côtés de pays qui sont quotidiennement frappés par la guerre, tels l'Afghanistan ou le Pakistan. Et de plus, il y a aussi une certaine beauté derrière la tristesse, et associée au profond respect d'autrui, donc le respect qui est quelque chose de fondamental dans l'ego du 4, eh bien c'est une caractéristique qui a fait dire à Roger Cohen, un journaliste au New York Times, que les Français préfèrent se sentir malheureux plutôt qu'hypocrites. Voilà pour la France. Alors, on pourrait ajouter que d'un point de vue de la spirale dynamique, le pays est un des plus développés du monde et culmine en vert, mais ses niveaux préférés sont de loin le bleu et le orange. Le bleu est très marqué, on est dans un pays très réglementé. Dès qu'on a besoin de quelque chose d'officiel, il y a des démarches administratives à n'en plus finir. Et orange, c'est le ciment de la société, on est dans une société libre et démocratique, une société de consommation qui pousse au matérialisme. On passe de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. La culture américaine est de type 3,
orienté vers la réalisation, la réussite. Donc le centre émotionnel est préféré à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Les États-Unis sont une vitrine, hein. C'est un pays qui aime être regardé et jugé positivement. On a des gratte-ciels qui se battent dans des duels de hauteur, la publicité qui inonde les villes avec de nombreuses stimulations visuelles. Donc voilà, c'est un pays orienté vers la réalisation et la réussite. Le pays valorise le fait de faire des choses, just do it, et voilà, valorise beaucoup la réussite. La compulsion, c'est l'évitement des échecs. Échecs identitaires, hein, d'abord. L'Amérique souhaite rayonner, avoir une belle image aux yeux du reste du monde. C'est un pays qui fabrique des stars et qui a un regard interplanétaire. Alors par ailleurs aussi, l'ancien président des États-Unis de 2017 à 2021, Donald Trump, il représentait bien son pays étant lui-même un aîné à type 3 et il a d'ailleurs fait un bel étalage de son ego et de son cercle vicieux pour à tout prix éviter l'échec de sa réélection. La passion du 3, c'est le mensonge et l'American Dream définit assez bien la mentalité du pays. C'est construire sa vie en partant d'en bas pour accéder à un niveau de vie élevé et exposer sa réussite sociale. Dans ce concept, on retrouve le mensonge à soi-même, on se conforme à l'idéal que la société valorise pour éviter l'échec. La fixation, c'est la vanité. La façade est très importante, il faut réussir et surtout montrer que l'on a réussi. Alors dans une société orange, la vanité, ça passe beaucoup par l'étalage de sa richesse, de ses possessions matérialistes. Et voilà, les Américains mettent en avant les personnes qui réussissent, ça devient vite des vedettes. Alors cela dit, tout ce constat là sur la culture américaine, en fait ça se concentre surtout sur les côtes est et ouest, et il y a toute l'Amérique de l'intérieur qui est plus rurale, un peu moins connue et peu médiatisée. Et donc en fait l'image qu'on a des États-Unis, ça se limite souvent aux grandes métropoles style New York ou Los Angeles. Alors au niveau aussi de la spirale dynamique, c'est un constat qui va être assez proche de la France, avec des niveaux bleus et orange très prononcés. Alors les deux piliers en fait du niveau bleu dans les cultures des pays, c'est la religion et l'État. Autant pour la France, c'était surtout l'État qui représente bleu, autant pour les États-Unis, la religion c'est aussi très présent. Alors je vous donne un chiffre qui date de 2004. 60% des Américains estimaient que la religion occupe une place très importante dans leur vie. Et à titre de comparaison, en France, on n'est qu'à 11%. Bon, en plus de ça, Orange est aussi très développé aux États-Unis. Les États-Unis sont dans la course vers le toujours mieux, toujours plus de progrès, plus d'innovation, plus de consommation. Bien, voilà. Maintenant, au vu de ce qu'on a dit, je vais tenter de faire des hypothèses entre Koh-Lanta et Survivor. La première différence, ce serait, je pense, du coup, le poids des émotions et de l'aventure humaine. À cause du type 4 de la France et de la tendance à l'exagération des émotions, ça devrait être plus présent dans Koh-Lanta que dans Survivor. Donc dans Koh-Lanta, il y a 3 moments phares. On va dire, il y a le coup de téléphone, la lecture des courriers, et depuis le retour des héros, on a la venue des proches, quasiment à chaque fois. Ce sont des séquences qui ont une place quand même importante. On va rentrer dans l'intimité des candidats. Et c'est des moments aussi auxquels on peut ajouter toutes les petites baisses de morale à cause des privations qui se fait en fil rouge durant toute l'aventure. Alors souvent, c'est des séquences qui sont pas les plus appréciées des fans, car elles font pas avancer le jeu, c'est un peu hors compétition. Et j'imagine quand même que connaissant le public français, ça plaît au grand public. Dans Survivor, on peut imaginer que ces séquences d'émotions sont moins longues et moins intenses. Ils vont se concentrer sur l'essentiel, et ça participe au format plus court de l'émission. Alors que voilà, de l'autre côté, Koh-Lanta, ça s'inscrit dans un registre plus dramatique, et les épisodes sont comparables à des films, tant par la durée, c'est entre 1h45 et 2h, que par les scénarios et les émotions véhiculées. Donc on retrouve ici logiquement le style de communication de l'aîné à type 4 qui s'appelle drame. Alors deuxième hypothèse maintenant,
le mérite stratégique est plus valorisé dans Survivor. Aux États-Unis, alors si on met la religion de côté, donc le bleu un peu de côté, c'est bien Orange qui est aux commandes. Et en plus, faire une émission stratégique dans un pays d'énéatype 3, c'est le terrain parfait pour Orange. Et Survivor, je pense, s'inscrit dans cette logique purement Orange en prônant l'opportunisme et le succès. D'ailleurs, le gagnant est propulsé millionnaire, donc il y a 10 fois plus d'argent à la clé que dans Koh Lanta. Il devrait en découler logiquement une perception plus orientée autour de la stratégie et de la victoire finale. Dans Koh Lanta, on est beaucoup plus proche en fait, on va dire, d'un programme familial qui va prôner les valeurs de bleu, avec comme vérité ultime le dépassement de soi ou le mérite sportif. Alors par exemple, on a Koh Lanta qui propose des épreuves éliminatoires. Ça va dans le sens de la vérité ultime. C'est une manière de perturber le jeu qui colle bien avec le bleu très fort de l'émission. Alors dans Survivor, j'imagine qu'il doit y avoir plus de contenu orange, c'est-à-dire plus en fait de rebondissements qui vont être liés à des règles qui poussent à la stratégie. Maintenant, on passe à la troisième hypothèse. Le paradoxe de Koh Lanta est moins présent dans Survivor. Le jeu me paraît moins complet dans Survivor et plus centré sur la stratégie. Ce qui signifierait qu'une saison de Survivor ressemblerait davantage à une saison All-Stars de Koh Lanta qu'une saison anonyme. Alors comme Survivor assume et affiche plus le côté stratégique du jeu, la gestion de l'image elle est plus facile à résoudre, tandis que le niveau global devrait être plus élevé dans la vision du jeu et la réalisation de moves. Du coup, si cette troisième hypothèse se vérifie, la solution du stratège assumé, que moi j'avais appelé la dissolution du paradoxe, ça deviendrait le chemin le plus efficace, ou on va dire au minimum autant efficace que l'invisibilité, c'est-à-dire le chemin que j'avais appelé la résolution du paradoxe. Alors toujours dans la même idée, dans cette troisième hypothèse, ça reviendrait à dire aussi qu'il y a davantage de profils stratégiques dans Survivor et que le casting accepte plus facilement son utilisation. Alors je pense que cette hypothèse, elle pourrait se vérifier assez facilement. Ce serait en regardant les votes des membres du jury final. Dans Koh Lanta, il y a beaucoup de votes, vous voyez, qui ont pour argument l'amitié, on va dire, les performances sportives. Alors, est-ce que dans Survivor, peut-être qu'il y a plus de votes du jury final qui vont être axés en mettant en avant le mérite stratégique. Voilà pour cette troisième hypothèse, qui est peut-être la plus importante. Maintenant, on passe à la quatrième. Les performances sportives sont moins glorifiées dans Survivor. Bon, j'ai souvent rappelé que dans Koh Lanta, la vérité ultime, c'est le dépassement de soi et sa résultante, le mérite sportif. Peut-être que ce n'est pas le cas aux États-Unis et que les épreuves, en général, ont une importance plus faible qu'en France, ou en tout cas au moins dans leur mise en avant. Allez, on passe à la cinquième hypothèse. La cinquième hypothèse, ce serait « il y a moins de tradition dans Survivor ». Dans Koh Lanta, le niveau violet de la spirale dynamique est très présent. Il y a des épreuves sacrées qui sont devenues intouchables, comme l'orientation ou les poteaux. Ça paraît inimaginable que la finale soit changée un jour. Alors je ne sais pas si Survivor aime autant le niveau violet, mais moi j'aurais tendance à penser que non, d'où mon hypothèse. Si l'émission aime autant le niveau orange qu'il n'aime pas le niveau violet, bah ça devrait être une émission qui prend un malin plaisir à casser les traditions d'une année à l'autre pour être constamment dans la nouveauté et l'inattendu pour les candidats. Sixième hypothèse, la chance est moins présente dans Survivor. Alors toujours en imaginant que c'est le niveau orange qui domine l'émission, le facteur chance devrait voir son influence un peu diminuer. Je ne sais pas si par exemple la composition des équipes est moins souvent ou pas du tout décidée par la production, ou s'il y a des tirages au sort en général, voilà, que ce soit pour rééquilibrer le nombre de personnes dans chaque équipe ou pour les destins liés si ça existe, ou autre. Donc voilà, je suppose que peut-être il y a moins de facteurs chance dans Survivor.
Allez, septième hypothèse, le social de qualité est plus important que le social de quantité. Alors si jamais Survivor ressemble plus à une saison All-Stars, c'est bien le social de qualité qui devrait primer, puisque c'est lui qui permet d'avancer plus sereinement en s'insérant dans des alliances. Comme dans Survivor, le plus dangereux, c'est d'atteindre la finale à cause a priori d'un casting plus compétent. Ça devrait être plus important d'être doté de relationnel et d'affirmation. Donc un petit bilan là de mes hypothèses. Je vous fais une hypothèse résumée qui mélange un peu tout. L'idée, ce serait que koh Lanta, dans ma perception, ce serait une émission, on va dire, de type décathlon, c'est-à-dire avec des 4S plutôt équilibrés. Un bon candidat dans koh Lanta, il faut qu'il soit polyvalent et en capacité de s'adapter au niveau stratégique des autres. Et de l'autre côté, Survivor, ce serait une émission de type spécialiste de discipline, c'est-à-dire que les 4S sont bien là, c'est les mêmes, mais de manière plus déséquilibrée et avec un facteur chance un peu diminué. Donc aussi un bon candidat dans Survivor devra surtout être spécialiste de stratégie, car l'adaptation stratégique, ça consistera pas ou peu à descendre au niveau de celui des autres. Et l'application des stratégies, ça passera par le social de qualité, et ça, c'est permis par la non-présence du paradoxe de koh Lanta et de la vérité ultime du mérite sportif. Alors voilà, maintenant je vous fais un petit tableau qui récapitule mes 7 hypothèses, avec à la fin l'hypothèse globale. Donc dans koh Lanta, d'un côté, plus d'émotivité, d'aventure humaine. Survivor plus orienté sur l'action, voilà, un mode de fonctionnement plus direct et on va plus à l'essentiel et on pense à la victoire finale. Dans koh Lanta, il y a moins de mérite stratégique. Logiquement, dans Survivor, le mérite stratégique est plus valorisé. Le paradoxe de koh Lanta est plus véridique dans koh Lanta. Le mérite sportif est plus présent dans koh Lanta. Il y a plus de tradition dans koh Lanta, un peu plus de chance dans koh Lanta. Et du coup, dans koh Lanta, le social de quantité est plus important, alors que c'est le social de qualité qui serait plus important dans Survivor. Donc on aurait un koh Lanta avec des 4S plutôt équilibrés, avec un mode décathlon, et un Survivor plus spécialiste de la catégorie stratégie. Bien, voilà. Alors, évidemment, tout ce que j'ai dit ne sont que de simples hypothèses. C'est l'avis d'un type qui n'a jamais regardé Survivor. Bon, ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mes hypothèses. Alors après aussi, inévitablement, Survivor, au même titre que koh Lanta, a dû connaître des sagas. J'avais fait une série de vidéos pour analyser l'évolution de l'émission koh Lanta sur la spirale dynamique. Survivor a dû connaître le même destin, c'est-à-dire avec des moments dans son existence où la stratégie a été moins valorisée qu'à d'autres moments. Assez logiquement, il devait certainement y avoir plus de packaging dans les premières saisons de Survivor, comme c'était le cas dans le koh Lanta des années 2000. Bien, voilà, cette vidéo arrive à son terme. Je vous remercie d'avoir regardé. J'attends vos commentaires du coup et vous pouvez toujours aussi mettre un pouce bleu au passage. Moi je vous dis à bientôt. Maatane.